Salut tout le monde, c'est Anna pour un nouvel épisode de Lire avec Anna Ozan. Dans ce podcast, on s'intéresse aux livres, à ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent, à ceux qui les éditent, bref, vous l'aurez compris, à la lecture et à l'écriture. Et si vous ne me connaissez pas, cliquez sur le lien en description, vous trouverez mon site internet annaozan.com et pour me soutenir, vous pouvez vous abonner à la newsletter ou me suivre sur Instagram. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter ces épisodes que j'en prends à les préparer pour vous. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir l'écrivain à succès Nicolas Feutz. Bonjour Nicolas. Bonjour Anna. Écrivain suisse, mais aussi procureur de la ville de Neuchâtel, surnommé le Maxime Chatham roman, votre dernier polar, Le Philatéliste, s'est exporté jusqu'en Belgique. Vous avez vendu des centaines de milliers d'exemplaires de vos romans et avez gagné plusieurs prix prestigieux. En préparant cette interview, je suis tombée sur une petite vidéo faite pour le livre de poche dans lequel vous vous prêtez au jeu des questions-réponses. On vous y demande justement si vous êtes plutôt procureur ou écrivain. Vous répondez les deux, procureur au travail et écrivain pour les hobbies. Est-ce toujours le cas ou l'écrivain a-t-il pris le dessus ? Alors, on peut pas dire que l'écrivain a pris le dessus sur le procureur, mais disons que c'est en train de s'équilibrer, ou en tout cas les forces sont en train de changer, parce que je pense que quand j'ai donné cette interview au livre de poche, j'étais encore à 100% comme procureur, et donc l'écriture était un hobby. Maintenant, j'ai diminué mon taux d'activité, donc je travaille à 70% depuis 3 ans, et j'attends une réponse passer à 50% prochainement. Donc, écrivain est devenu un second métier et plus seulement un hobby. Ouais, dis donc, ça doit pas être évident quand même de concilier ces deux métiers, du coup. Alors non, c'est pas évident parce que les deux requièrent des disponibilités qui sont pas toujours compatibles. Le métier de procureur évidemment requiert aussi de grandes responsabilités avec des questions de gestion de dossier dans les temps, parce qu'on sait qu'on nous reproche toujours la lenteur de la justice, donc il faut pallier à cette critique-là. Et puis aussi des responsabilités par rapport à la mise en détention des personnes, ce genre de choses. Et ça implique des délais qui sont pas toujours compatibles avec le métier d'écrivain. D'un autre côté, le métier d'écrivain, l'écriture était un travail extrêmement solitaire, qu'on peut caser un petit peu dans les moments libres ou dégager des journées ça et là. Mais après, il y a aussi des impératifs comme des participations à des salons, des dédicaces. Et ouais, comment dire ça, faut jongler avec l'agenda et c'est pas toujours évident. Oui, effectivement, j'imagine. Alors, comment en êtes-vous venu à l'écriture et notamment de votre premier roman, Il Morand, l'avènement du guerrier en 2010, alors que vous meniez déjà une carrière en tant que juge d'instruction à ce moment-là? Alors, les débuts d'écriture sont un petit peu un accident. Bon, c'est peut-être beaucoup dire un accident parce que j'avais déjà fait des tentatives d'écriture auparavant, au milieu des années 2000, mais qui n'étaient pas forcément concluantes. Et puis en 2010, ce qui s'est passé, en octobre 2010 pour être plus précis, je suis parti en voyage au Kenya, en vacances. Le but était de faire un safari dans le Masai Mara pendant 10 jours au Kenya, mais j'avais omis dans le planning que le safari était que les 3 derniers jours. Et les 5 premiers jours sur place, c'était du balnéaire. Et j'avais pris avec moi un seul livre, un polar de Jean-Christophe Granger, le vol des cigognes. Donc c'est l'auteur des Rivières pourpres en particulier. Et j'ai eu l'immense surprise de découvrir un polar qui débutait en Suisse, à Montreux, et qui ensuite suivait la migration des cigognes pour partir en Bulgarie, en Bulgarie, en Israël, et puis enfin en Centrafrique. Et j'ai terminé ce polar, j'étais vraiment conquis, et j'ai terminé ce polar dans l'avion, donc je suis arrivé en vacances sans lecture, dans un pays anglophone où il était impossible de trouver un livre en français, et voilà, pour occuper le temps libre en balnéaire, je me suis mis en fait à scénariser un livre, justement Il Morand, l'avènement du guerrier, et c'est devenu mon premier livre. C'est impressionnant que vous soyez devenu écrivain à défaut d'avoir quelque chose à lire, finalement. Alors, j'étais encore hier soir dans une bibliothèque, également dans le canton de Vaud, à Gland, et on m'a posé la question, on m'a dit, j'ai raconté cette anecdote, et la question qu'on m'a posée, c'est, euh, et si lors de ce voyage au Kenya, au lieu de prendre un livre, vous en aviez pris 4 ou 5? Et j'ai dit, ouais, c'est une question que je me pose souvent. Évidemment que si j'avais eu de la lecture, j'aurais pas scénarisé, et donc peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui, ou j'aurais pas écrit tout ça, ou je ne sais pas, j'ai pas de réponse à ça. Mais vous aviez déjà une affinité avec l'écriture, je suppose.
Pas du tout. J'avais fait ces essais de romans au milieu des années 2000, je dirais aux alentours de 2004-2005. Mais donc effectivement, je peux pas dire que j'aurais pas écrit si j'avais pris 4 ou 5 livres durant ce voyage. Je n'en sais rien en fait. Je sais pas quelle tournure auraient pris les événements. Peut-être que je me serais mis à écrire plus tard. Euh, voilà. C'est une Bon, question qui me hante. Enfin, elle me hante pas, mais on va dire, je vais m'en oui. poser toute ma vie certainement. Bon, les choses sont bien faites en tout cas. Et Exact. alors, dites-nous un peu, quel type d'écrivain êtes-vous? Vous parliez du travail d'écrivain qui est un travail solitaire. Alors, quels sont vos rituels d'écriture à vous? Est-ce que vous écrivez plusieurs romans en parallèle? Est-ce que vous avez justement besoin de vous isoler? Ou au contraire, vous êtes le type d'écrivain qui a besoin d'être dans un café, d'être entouré de bruit, de personnes? Quel type d'écrivain êtes-vous? Racontez-nous. Alors, c'est difficile parce que j'ai pas de routine précise d'écriture. En fait, j'écris pas tous les jours déjà dans l'année. J'essaie de dégager des périodes parce que quand j'écris maintenant, j'essaie d'écrire de manière condensée pour ne pas sortir de mon histoire, ne pas sortir euh, voilà, de l'ambiance de l'histoire, des personnages. Je me mets quand même dans la peau de tous les personnages que j'écris, ou en tout cas j'essaie de le faire. Et je pense que c'est important d'écrire de manière soutenue et suivie, ce qui fait que ces polars, j'en écris en moyenne un par année, je les écris en 2 mois. Alors évidemment, Ah oui. précédemment à ces 2 mois, il y a tout le travail de construction du scénario qui est fondamentalement différent. C'est un travail d'imagination qui commence tout d'abord dans la tête, et puis après quand on commence à avoir beaucoup de choses dans la tête, il faut décharger quelques idées pour pas les oublier en les inscrivant dans l'ordinateur, déjà dans un document qui sera le futur livre. Mais cette période-là de construction du scénario peut prendre, c'est très variable, ça peut prendre 3 mois, 4 mois, 5 mois au fil des idées. C'est beaucoup moins soutenu. Mais ensuite, une fois que le scénario est terminé et que je le prédécoupe en chapitres, là, c'est vraiment important que j'écrive non-stop pendant 2 mois, tous les jours. Minimum 2 à 3 heures par jour. D'accord. Et donc, vous avez toujours sur vous un petit calepin et un stylo pendant cette période de maturation des idées, justement, et de créativité avant l'écriture? C'est plus numérique, c'est-à-dire que Oui, d'accord, oui. voilà, je me promène, on peut dire que je me promène pratiquement jamais sans mon ordinateur portable. Oui, Donc, si j'ai vraiment beaucoup d'idées qui viennent d'un coup, et notamment lors de trajets en voiture, par exemple, ou d'un voyage, il faut que j'ai mon ordinateur et que je verse ça au premier arrêt pour ne pas les oublier. La technique du calepin et du stylo, je l'ai eu au début, mais je l'ai eu notamment au Kenya lors du voyage de 2010, parce que sur place, je n'avais pas mon ordinateur, j'avais aucune idée que j'allais devoir faire ça. je vois. J'ai noirci des feuilles de papier lors de ce voyage. Et alors, dites-moi, est-ce que vous vous inspirez de votre profession pour vos intrigues? Oui, mais dans les limites de la loi, c'est-à-dire dans les limites du secret de fonction en particulier. Donc, je m'inspire très librement et énormément d'ailleurs de ce que j'appelle les généralités, c'est-à-dire les méthodes de travail de la police judiciaire, de la gendarmerie, de la police scientifique, de la médecine légale, enfin tout cet univers finalement dans lequel je vis depuis 25 ans. Et puis, je vais aussi m'inspirer de voilà d'interventions que j'ai eues sur des scènes de crime avec voilà, ça peut être à 3 heures du matin sur un meurtre assassinat, ça peut être dans d'autres circonstances. C'est des scènes dans lesquelles il y a une ambiance très particulière, il y a des dialogues évidemment professionnels, mais pas que. Il peut arriver qu'on ait des réactions avec la police, avec le médecin légiste, qui sont humaines, mais qui seraient peut-être choquantes pour le commun des mortels, de les voir depuis l'extérieur. Il nous est Oui. arrivé de choper un fou rire ou de rire sur une scène de crime, ce qui est pas, je pense, que c'est une manière, psychologiquement, c'est une manière de débrayer, on va dire, Et vous de avez pas débriefer. l'impression de faire des heures supplémentaires? C'est pas une façon de ramener du travail à la maison, finalement, de rester dans la thématique de votre travail, de votre fonction qui était votre fonction principale jusqu'à présent? Alors, oui et non. C'est-à-dire que on m'a souvent demandé, on m'a souvent posé cette question en me disant, est-ce que pour le côté créatif, tu n'aurais pas préféré faire voilà, du feel good, de la poésie, ce genre de choses. J'ai dit non. En réalité, c'est pas mon travail de juge d'instruction ou de procureur qui m'a amené au polar. C'est mon attrait du polar thriller en général, et qu'il soit au cinéma, qu'il soit à la télé, en littérature. C'est un attrait que j'ai depuis l'âge de 14-15 ans. Oui. Donc, j'aurais pas eu l'idée de partir dans un autre registre en écrivant. Et au contraire, je dirais que mon travail a nourri ça, c'est-à-dire qu'il m'a amené la possibilité de mettre sur des idées qui sont parfois plus récréatives, plus cinématographiques, de mettre des méthodes de travail véridiques, des ambiances
que je pense être vraies, ce genre de choses. Après le boulot d'écrivain, ou qui était un hobby à la base, reste quand même extrêmement récréatif pour moi. Vos polars sont sombres, vous mettez en scène des tueurs aux méthodes cruelles, et vos romans sont pas sans me rappeler certains auteurs de polars nordiques. Quels sont les auteurs qui vous ont justement, vous, marqué personnellement, et quels sont ceux que vous lisez, si vous avez encore le temps de lire avec toutes vos activités, justement? Alors c'est vrai que depuis que j'écris, et surtout maintenant encore plus intensément que les polars pour les adultes, les polars pour les enfants et tout ça, j'ai de moins en moins le temps de lire malheureusement. Donc je fais comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que je lis essentiellement en vacances. Là, je fais vraiment une coupure et avec le boulot de procureur évidemment, mais aussi avec le boulot d'écriture. Et là, je vais lire essentiellement du polar parce que c'est ce que j'aime. De toute façon, c'est ce que j'aimais déjà avant d'écrire. Euh, je- bien avant d'écrire, je dirais, il faut remonter à 20, 30 ans derrière, je lisais essentiellement des polars américains. Et puis j'ai eu ma période entre guillemets américaine. Et puis ensuite, il y a eu les Nordiques qui sont arrivés. Donc j'ai eu ma période nordique avec Mankell, avec John Nesbo, avec Camilla Läckberg et d'autres. Et puis depuis 2018, on va dire, depuis que j'ai un peu quitté le carcan du territoire suisse, on va dire, depuis que les livres se vendent en France et en Belgique, je fais de plus en plus de salons du polar en France et en Belgique notamment. Et forcément, j'ai fait la connaissance de pas mal d'auteurs français. Donc depuis, quand je fais des lectures plaisir, en guillemets, je lis les copains. Et les copines d'ailleurs. D'accord. Donc je suis très axé polar français. Puis je l'étais déjà aussi à la base, puisque on va dire mon mentor, entre guillemets, c'était quand même celui qui m'a donné l'idée d'écrire le premier polar. Ça reste quand même Jean-Christophe Granger. Et j'ai lu pas mal de Granger. J'ai décroché à un moment donné parce qu'il partait, selon moi, un peu trop dans l'ésotérisme. Mais là, il est revenu avec des polars très très bien plus récemment, plus terre à terre, on va dire. Et Jean-Christophe Granger est aussi extrêmement sombre et extrêmement violent. Et quand vous lisez un polar avec l'œil du procureur, justement, qui connaît tout ce milieu, justement, vous parliez de médecin légiste, du travail de la police judiciaire, etc. Est-ce qu'il vous arrive de relever des incohérences ou de relever des choses qui sont, et de vous dire, ah non, non, là, ça, en réalité, ça se passe pas comme ça? Fréquemment, Fréquemment, oui, fréquemment, c'est vrai. même pour des copains que j'adore, hein. Et d'ailleurs, je Oui. leur fais parfois la remarque, mais c'est souvent des détails, c'est des détails qui vont échapper au grand public, donc quelque part, parfois, quand c'est vraiment des détails qui échappent au grand public, mais qui vont choquer que les professionnels de la branche, ça m'est égal, ça fait partie du jeu, et je pense que c'est pas trop grave. Quand c'est vraiment des incohérences qui vont même être relevées par le lecteur lambda, là, ça devient beaucoup plus ennuyant, à mon avis. Ouais, vous avez Ouais, vraiment un moi, regard différent. C'est un peu comme des médecins qui regardent Urgence, ou enfin Urgence c'est vieux maintenant, mais oui, les médecins qui regardaient, je sais pas, Grey's Anatomy et puis qui disent mais pas du tout, le patient serait mort là à ce moment-là. on se comprend. Voilà, ouais. Non, non, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, mais souvent, c'est des petits détails. Je me rappelle, j'ai rigolé avec Nico Taquian, qui est un auteur parisien, et qui a voulu à un moment donné écrire un polar qui se passe sur la riviera vaudoise. Donc, il m'avait contacté pour que je le renseigne sur les procédures suisses, mais il a pas jugé bon que je relise son livre avant sortie. Alors, il avait quelques incohérences, mais c'était des détails. Et un détail qui m'avait fait sourire, c'est quand il écrivait que les policiers, la police cantonale vaudoise, basée à Vevey, mettaient le GPS pour aller au CHUV. Et je pense que tout policier, même au-delà des frontières vaudoises, tout policier suisse sait exactement où est le CHUV. Ah, on peut jouer après sur les mots, on peut se dire oui, mais ils ont mis le GPS pour regarder s'il y avait des bouchons. Bon, mais ça, il ne le dit pas. Alors, ma prochaine question porte justement sur les polars jeunesse que vous avez écrits pour la collection Frisson Suisse. Ça doit être une façon d'écrire et une approche très différente du polar, j'imagine. Comment est-ce que vous fixez les limites et le cadre lorsque vous écrivez pour des jeunes, et notamment pour ce qui est du gore, si j'ose dire, et de la partie plus sombre? Alors, il faut savoir que la collection Frisson Suisse, c'est une collection qui a été créée par Ozu en 2019. Et puis Ozu nous avait approché avec Marc Woltenauer au Salon du Livre de Genève, je crois que c'était en 2017 ou 2018, pour nous demander en fait de lancer cette collection. Et à l'origine, la première réponse avait été non de notre part parce qu'on se sentait pas du tout capable d'écrire pour les jeunes. Et Ozu est revenu quelques mois après à la charge
en disant, mais réfléchissez-y, on aimerait vraiment que vous lanciez ça. Mmh. Et là, on a commencé à leur poser des questions plus précises. Et justement, il y avait des questions relatives à l'adaptation du vocabulaire. Est-ce qu'on devait adapter notre vocabulaire aux jeunes, mais le cas échéant, comment? Et là, ils Oui, nous ont vite rassurés en nous disant, non, vous écrivez comme vous écririez pour les adultes en termes de construction de phrases, utilisation de mots. Et au besoin, c'est l'éditeur qui atténuera certains mots ou certaines phrases pour les jeunes. Donc là, ça nous a déjà un peu rassurés. Et après, la question suivante, c'est aussi le contenu. Qu'est-ce que des jeunes de 10-12 ans, parce que c'est à cette tranche d'âge que la collection Frisson s'adresse, oui. euh, qu'est-ce qui les intéresse? Et avec Marc, on s'est pris la tête parce que Marc n'a pas d'enfant, les miens étaient déjà plus âgés, ils n'avaient jamais vraiment lu non plus, donc j'avais pas de repères. J'ai dû repartir dans mes propres repères à 10-12 ans, qui était probablement le club des 5, jadis encore en bibliothèque rose, qui Oui. aujourd'hui est en bibliothèque verte apparemment. Mais je n'étais pas sûr que ça plaise encore aux jeunes aujourd'hui. Donc c'était bourré de points d'interrogation. Et une des questions aussi, c'était bon, le niveau de trash. C'est bien clair qu'on savait qu'on devrait atténuer la chose. Et, et une question de base, c'était est-ce qu'on a le droit de mettre dans un récit pour des 10-12 ans un meurtre? Et je me souviens toujours de la réaction de l'éditrice d'Ozu qui avait souri un peu bizarrement à cette question. Je m'étais rendu compte qu'elle n'y avait pas du tout réfléchi. Et elle m'avait répondu, ouais, je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Puis après, elle avait dit, dans tous les cas, pas trop violent. Alors j'avais éclaté de rire parce qu'un meurtre est forcément violent, mais j'avais compris ce qu'elle voulait dire par là, c'est-à-dire un meurtre pas trop, voilà, pas trop trash, pas des tripes à l'air, pas du sang partout, et un meurtre entre guillemets plus propre. Donc voilà, il y en a eu un dans mon premier Frisson Suisse qui était finalement un prof qu'on retrouvait noyé dans la piscine d'un collège. D'accord, ouais, effectivement. Bon, le défi semble réussi, vous en avez écrit plusieurs. Mes enfants adorent, ils ont respectivement 10 et 12 ans, donc je peux vous dire que en tout cas, eux aiment beaucoup et puis ils semblent que ce soit un succès général, pas seulement auprès des miens. Les Oui, villes c'est une suisses, collection qui cartonne en Suisse oui, et qui va débarquer en France le 23 février parce que maintenant, Ozu nous a demandé avec Marc Woltenauer et moi de lancer une collection Frisson France. Alors, je mets des guillemets à France parce que déjà, Frisson France, ça sonne moche. Et du coup, ils ont décidé de l'appeler Frisson tout court. d'accord. Et Donc à partir de février, vous dites. voilà, le même concept que Frisson Suisse, simplement on enlève le Suisse et c'est des histoires qui vont se passer en France. Et du coup, c'est une collection qui va être distribuée toute francophonie. Donc, D'accord. Ah oui, c'est intéressant. Donc le concept s'exporte. Très bien. exact. Alors, bah, justement, vous parlez de Frisson Suisse qui s'appellera Frisson en France et dont les histoires se passeront en France, ce qui me permet d'introduire ma prochaine question, où justement, les villes suisses sont souvent le tableau de vos romans. Neuchâtel dans Le Miroir des âmes, Le Valais dans Le Verdict de la truite, Genève, Vaud et le Jura dans Le Philatéliste. Est-ce un choix artistique de placer nombreuses de vos intrigues dans la région? Est-ce qu'il y a une volonté de mettre en avant la région de laquelle vous venez? Alors, je pense que ça a évolué au fil du temps. Et je pense que mes premiers polars voyageaient beaucoup, mais toujours entre Neuchâtel et l'étranger. Euh, Ça traduisait un petit peu ce que beaucoup de personnes vivent, c'est-à-dire qu'on connaît souvent notre entourage proche, géographiquement parlant, et parfois on connaît mieux certaines régions de l'étranger que le reste de la Suisse romande, parce qu'on part en vacances au sud de la France ou en Turquie ou je sais pas où, mais on va pas forcément visiter le canton de Vaud, le canton du Valais ou d'autres. Et, et au fil du temps, j'ai estimé que j'avais suffisamment exploité la région de Châteloise. Je dis pas que je vais pas y revenir dans mes prochains polars, mais j'ai aussi appris à connaître la Suisse romande de manière beaucoup plus détaillée depuis que je fais des salons et des dédicaces. Je prends parfois un peu de temps pour aller visiter des villes. Par exemple, avant d'écrire en 2010 et avant de commencer les dédicaces en 2013, je n'avais jamais mis les pieds de ma vie à Vevey. Et je me suis demandé pourquoi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais eu de raison d'aller à Vevey. Je connaissais Vevey depuis l'autoroute en passant de Neuchâtel au Valais, quoi. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à me promener dans certaines villes suisses ou certaines zones campagnardes suisses. Et j'ai commencé à regarder ça d'un autre œil, c'est-à-dire l'œil du créateur, du scénariste, en me disant, ah bah tiens, ça c'est un endroit sympa où on pourrait y mettre une scène de crime, ou pas forcément, enfin une scène d'un polar en général. Tout à fait, avec l'œil de l'artiste.
Nicolas Feuss s'est découvert lui-même, a affirmé Yvan Slatkin dans ce podcast il y a quelques semaines. Il faut dire que votre parcours éditorial est atypique, hein. Vous avez d'abord publié à compte d'auteur vos premiers romans, vos 8 premiers romans, si je ne me trompe pas. Et c'est votre roman, pardon, Aurora Borealis, primé au Salon du Livre de Paris en 2018, qui vous a ouvert les portes des maisons d'édition françaises avec le livre de poche et suisses avec les éditions Slatkin, justement. Pourquoi avoir choisi l'autopublication pour ces premiers romans? Alors, quand j'avais écrit Le Morin de l'Avènement du guerrier, je l'avais quand même envoyé, j'avais envoyé le manuscrit à diverses maisons d'édition. Surtout, c'était un milieu que je connaissais pas du tout. Et j'avais listé plus d'une centaine de maisons d'édition, alors majoritairement en France, mais aussi un peu en Suisse. Et je m'étais dit, je vais pas envoyer 100 ou 200 manuscrits par la poste. Parce que il faut savoir que les maisons d'édition sérieuses, en tout cas à l'époque, maintenant elles ont peut-être évolué, refusaient systématiquement les manuscrits par mail. Donc Ah, c'était, si vous preniez des Albin Michel, des Gallimard, des Fayard, il y avait une mention sur leur site internet, inutile de nous envoyer un manuscrit par mail, nous ne le traiterons pas. Donc c'était des manuscrits papier. d'accord. Et les manuscrits papier, il y avait encore des exigences supplémentaires de ces maisons d'édition. Ils devaient impérativement être en format A4, donc exclu de les réduire. Ils devaient impérativement être recto et pas recto verso, exclu de faire du recto verso. Donc, mon manuscrit d'Ilmoran, l'avènement des guerriers, était pratiquement un paquet de feuilles comme ça, A4, Ah à mettre oui, sous pli par la poste et pour la France. oui, Et ça coûtait, je me souviens de tête, c'était 36 francs l'envoi. Et donc j'avais fait 10 envois, je me souviens, en France, ça m'avait coûté quand même 360 balles. Et j'ai attendu. J'ai attendu. Des mois se sont écoulés. Petit à petit, au bout de 3 mois, ou mieux, 4 mois, les lettres de refus arrivaient, mais je crois que j'ai attendu jusqu'à 8 ou 9 mois pour les dernières lettres de refus. Il y en a peut-être même 2 qui n'ont jamais répondu. Et après, j'ai dit non, mais je vais pas continuer de faire des envois comme ça, 10 par 10 je vais perdre 3 ans, je vais perdre 4 ans. Puis un jour, quelqu'un m'a parlé d'auto-édition. J'ai essayé, je me suis dit, oh, bon, tant pis, je fonce là-dedans. Je n'étais pas trop documenté à ce sujet. J'avais aucune idée de l'image parfois un peu négative qu'on peut avoir encore aujourd'hui de l'auto-édition. Je vois que les idées évoluent parfois. heureusement. Mais, voilà. Mais il y a du très bon en auto-édition, comme il y a du très mauvais en édition traditionnelle. Tout à fait, absolument, Voilà. oui. Donc après c'est vrai que l'auto-édition a beaucoup d'écueils quand même. Il faut tout faire soi-même. Euh, bon, la mise en page intérieure, la couverture, alors on peut se faire aider évidemment, mais après il faut faire imprimer, il faut se faire livrer, il faut stocker les livres, il faut faire les dépôts soi-même en librairie. Ça, on peut le faire dans un rayon géographique extrêmement restreint, mais on peut pas. Je me souviens, moi, de ma trilogie au départ, ma trilogie Maasai, ça allait bien pour Neuchâtel, pour La Chaux-de-Fonds, pour Yverdon, pour Fribourg. Quand j'ai commencé à recevoir des commandes de Payot Genève, de Payot Sion, qui me commandaient une trilogie, soit je l'envoyais par la poste et ça me coûtait bonbon, en fait plus que le bénéfice que j'aurais retiré. Oui, tout à fait, oui, je Voilà. comprends. Soit je me déplaçais à Sion ou à Genève, et de toute façon, je dépensais plus en essence aussi, et c'était totalement inutile, et puis c'était incompatible avec mon autre travail. Donc, j'ai eu une immense chance, enfin, on va dire, j'ai eu deux immenses chances dans mon parcours d'auto-édité que d'autres auto-édités n'auront probablement pas ou et ne pourront pas avoir. Euh, D'une part, c'est l'accès aux médias parce que j'avais mon aura de procureur ou de juge d'instruction à l'époque et j'avais eu depuis plus de 10 ans accès, enfin voilà, tout un réseau médiatique par rapport à ça. Donc, immédiatement, quand les médias suisses ont su que j'écrivais des polars, ils ont tous couvert la chose. Oui, Et ça, c'est une chose, ça, c'est un aspect. Et puis l'autre aspect, c'est que quand le principal distributeur suisse, qui s'appelle l'OLF, l'Office du livre de Fribourg, a commencé à entendre les chiffres de vente de ces titres auto-édités, c'est eux qui m'ont contacté. Et ils m'ont dit, écoutez, Monsieur Feutz, avec vous, on ne sait pas ce qui se passe. Euh, on ne distribue jamais professionnellement des auto-édités, ça ne se fait pas. Et en France, c'est d'ailleurs exclu par les canaux de distribution usuels. Mais avec vous, on envisage de faire une exception parce que voilà, on ah ne sait pas ce qui oui, se passe. Donc j'ai eu la grande chance très rapidement, en 2014, de pouvoir signer un contrat de distribution avec l'OLF, ce qui fait qu'en fait, même en étant auto-édité, j'étais distribué comme tous les autres pratiquement, et même probablement plus parfois. Donc,
Mais c'est un peu le conte de fées de l'auteur autopublié, hein. Finalement, Ouais. les auteurs qui ne trouvent pas d'édition, de maison d'édition, c'est un petit peu leur rêve, c'est d'être repérés et d'avoir une histoire comme la vôtre. Oui, alors c'est comme l'histoire de Joël Dicker qui est devenu mon éditeur maintenant. On essaie d'analyser, on se dit comment il a fait pour en arriver là. Je pense que c'est un milieu dans lequel, mais comme tous les milieux artistiques, il y a énormément de hasard. Euh, alors pas seulement du hasard, bien évidemment, mais il y a des conjonctions de facteurs qui font que parfois on arrive au bon endroit au bon moment. Et c'est pas toujours, et c'est même, je dirais, rarement les critères de la qualité du texte qui vont faire que quelqu'un se vend ou se vend pas. Mhm. Il y a des excellents auteurs qui mériteraient d'être 1000 fois plus connus, mais qui n'y arrivent pas pour des raisons de force de frappe de maison d'édition, ou voire même parce qu'ils trouvent pas de maison d'édition. Et Oui, puis, il y a des auteurs, enfin, il y a des auteurs, je les citerai évidemment pas, mais il y a des textes que je trouve vraiment, on va dire, discutables en termes de qualité, mais qui ont percé parce qu'ils sont arrivés chez des maisons d'édition qui avaient des forces de frappe commerciales et publicitaires énormes, et puis qui ont décidé de pousser certaines choses. Alors, évidemment, sur le long terme, si on fait de la M, si j'ose, oui, sur le long terme, forcément que la courbe va descendre. Donc ça va oui, se... oui. Euh, c'est- Après, c'est les excellents vendeurs qui sont restés là je dirais, relativement réguliers sur la durée, c'est qu'il y a quand même des qualités Bien sûr. qui correspondent alors peut-être pas aux amateurs de grande littérature, je les mets en guillemets, mais qui vont correspondre à une large majorité du grand public. J'entre clairement dans cette catégorie-là. Oui, il y a un talent. Oui. J'ai aucune prétention littéraire, j'ai juste la prétention d'amuser le public. C'est tout. Dites-moi quand même, il y a une grande différence entre l'autopublication qui permet une liberté quasi totale. Alors, il y a des contraintes évidemment, mais une grande liberté de choix, contrairement à la publication avec une maison d'édition qui a en droit de vous demander de faire des modifications ou de vous imposer ses choix. Comment est-ce que vous l'avez personnellement vécu? Est-ce qu'on vous a imposé des choses dont vous n'aviez pas envie? Comment c'est de passer de je fais ce que je veux à je dois suivre une certaine ligne qu'on m'impose? Alors, je pourrais répondre différemment selon les points, mais c'est vrai que j'ai été relativement surpris à mon premier polar édité traditionnellement. C'était Le Miroir des âmes en 2018. Et c'est vrai que l'éditeur avait été assez interventionniste sur le texte, et notamment avait carrément supprimé un, deux ou trois chapitres entiers. Et là, je me suis dit, oh, t'as bossé pour rien. Ça m'avait un peu frustré. Et puis, en fait, rétroactivement, je me suis dit, mais non, il avait raison. C'est pour des questions de rythme dans l'histoire. Peut-être les chapitres qu'il a supprimés ou qu'il a suggéré de supprimer, parce que j'avais quand même mon mot à dire. Il ralentissait l'histoire à un moment donné où il fallait justement pas la ralentir. Donc, finalement, je trouve que c'est très important d'avoir un regard extérieur sur le texte, parfois même peut-être un regard extérieur entre guillemets parental, donc qui va imposer une décision à l'enfant, Oui. même si l'enfant est pas très content sur le moment, et quelques mois après ou quelques années après, on se dit non mais j'ai bien fait voilà, j'ai bien fait d'être coaché en fait. Mhm. Alors c'est pas toujours le cas parce que alors il y a une chose qui m'énerve profondément dans le travail d'édition. Là, je parle essentiellement du travail d'édition française actuellement, c'est ce qu'on appelle la terminologie est très contestée, mais c'est le wokisme, donc wokisme Oui. dans sa version d'origine est quelque chose de très positif, hein, quand on parle des combats antiracistes, voilà, de minorités de toutes sortes. Ça, c'est très positif. Par contre, maintenant, on a ce terme wokisme qui a évolué et qui est devenu hyper négatif, notamment par rapport au fait de tout vouloir canceler. C'est la cancel culture, finalement. Absolument, oui. Et là, il y a des éditeurs maintenant qui commencent au moment de retravailler sur le texte en disant non mais là ce mot ça va pas, cette phrase ça va pas, parce que là on va se mettre à dos la communauté LGBT, parce que là on va se mettre à dos les communautés, enfin les comités antiracistes et tout ça. Et je suis là mais non. Et ça va trop loin, oui, ce Ouais, ça va wokisme beaucoup trop loin. détourné, ouais, vous prêchez une convaincue, absolument. Alors, vous mentionniez Joël Dicker. Ma question est, justement, votre dernier roman, Le Philatéliste,
publié en fin d'année dernière, et le premier paru aux éditions genevoises Rosie Wolf, qui est justement la maison d'édition fondée par Joël Dicker. Qu'est-ce qui a motivé votre changement de maison d'édition, puisque jusqu'à présent vous étiez aux éditions Slatkin? Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer? Alors, il y a eu beaucoup de choses. En fait, en 2018, je suis passé techniquement dans la branche, enfin, chez Slatkin et compagnie, qui était en réalité la branche parisienne de Slatkin Genève, parce que Slatkin Genève n'avait aucun moyen d'être distribué, ou en tout cas très peu d'être distribué sur sol français, ou dans toute la francophonie. Ça restait une distribution majoritairement suisse. Et Slatkin Genève avait créé cette branche parisienne, mais qui est gérée vraiment par des Parisiens, pour la distribution en France et en Belgique en particulier. C'était néanmoins c'est une maison qui a été créée de mémoire en 2000, je parle de mémoire en 2016, je dirais, sauf erreur, et qui était relativement jeune, qui n'avait pas des canaux de distribution très puissants. Et j'ai rencontré quand même, avec Marc Woltenauer, qui était aussi et qui est toujours formellement dans cette maison, on a rencontré pas mal de problèmes pour monter, je dirais, hors frontières suisses. Euh, alors, Slatkin et compagnie a fait d'excellentes choses pour moi, et je pense que la principale chose qu'ils ont obtenue pour moi, c'est la signature du contrat avec le livre de poche, comme ils ont signé aussi le contrat avec Marc Woltenauer, enfin chez Pocket, Oui, et ça c'était vraiment génial, ça faut le reconnaître. Mais après, il y avait quand même des limites pour se faire connaître dans le réseau extrêmement vaste des libraires français, avoir accès aux journalistes français, ce qui est beaucoup plus difficile que d'avoir accès aux journalistes suisses, et tout ce petit monde finalement. Aussi les contacts avec la distribution, diffusion, où Slatkin et compagnie, je me suis rendu compte, figurait en bas de catalogue des représentants qui faisaient la tournée des librairies. Et quand Joël Dicker m'a proposé en 2021 de le rejoindre, alors il m'avait d'emblée dit que ça ne pourrait pas se faire avant 2023 parce qu'il créait la maison Rosienne Wolf en 2022 et qu'il réservait 2022 pour son propre livre et pour la mise en place de sa maison, qui était un immense boulot. Donc il m'avait dit en 2023, il y a une place pour toi. Donc je l'ai su 2 ans avant. Et pendant 2 ans, j'ai travaillé dans cette optique-là. C'est vrai que ben, ce qui m'a attiré, c'est bien évidemment l'aura de Joël, ça c'est clair. L'aura aussi qui signifie que ben voilà qu'il est respecté dans le monde du livre, qu'on va l'écouter, que d'être le premier ou un des premiers auteurs à publier chez lui va attirer l'attention. Et ça a été le cas auprès des oui. libraires français, auprès des journalistes. Obtenir des traductions que je n'avais jamais obtenues chez Slatkin et compagnie. Là, j'en ai déjà 4 en cours chez Rosienne Wolf pour le philatéliste. Ah oui, et quelle traduction, je peux vous Il va demander sortir en déjà? espagnol, en italien, en hollandais et en finlandais. Ah Pour oui, dis l'instant. donc, félicitations, ouais, Et il y en aura super. probablement d'autres. J'attends impatiemment l'allemand avant l'anglais, parce que le marché D'accord. anglais est très particulier, mais l'allemand, oui, par rapport à la Suisse allemande notamment, et par rapport à l'Allemagne qui lit énormément de polar. Donc ça vous a ouvert d'autres perspectives finalement, des nouvelles Ah, perspectives que vous n'aviez pas chez Slatkin et compagnie jusqu'à très présent. clairement. Ouais, très D'accord. clairement, et ça se concrétise maintenant. Bon, il faut dire que le philatéliste n'a que 4 mois de vie en librairie, euh, mais je vois déjà assez nettement la différence, même si je suis à des années-lumière de Joël Dicker lui-même. Pour le moment. Pour le moment, ouais, non, mais il faut déjà beaucoup de patience. Dans le milieu de l'édition parisienne, on dit qu'il faut 10 ans pour construire un auteur, c'est-à-dire pour le faire connaître sur l'entier du territoire français, Oui. sauf évidemment exception où un auteur explose pour X ou Y raison. Donc, il faut être patient. Et je dirais les deux points d'interrogation que j'ai eu avec Joël qui m'a proposé ça, qui étaient un petit peu les deux points noirs au tableau, c'était que, bien évidemment, Rosienne Wolf allait être une nouvelle maison d'édition. Je savais pas ce que ça allait donner. Et puis, quand Joël a publié, enfin, a envoyé un communiqué de presse sur la création de Rosienne Wolf, évidemment, les journalistes, majoritairement français, lui ont demandé s'il se lançait dans l'auto-édition, ce qui n'est pas du tout le cas, parce qu'il a toute une équipe de professionnels derrière lui, et c'est pas lui l'éditeur, finalement. Enfin, Bien sûr. l'éditeur technique, c'est pas lui. Et, et je me suis dit, est-ce qu'il veut vraiment publier d'autres auteurs ou est-ce qu'il veut d'autres auteurs comme prétexte pour justifier que ce n'est pas de l'auto-édition pour lui-même? Donc ça, c'était une question, j'en ai un peu parlé avec lui. Donc aujourd'hui, c'est une question que j'ai totalement retirée du tableau parce que ça savait clairement ne pas être le cas. Et puis l'autre point noir, qui est celui qui vraiment m'a fait le plus hésiter, c'est que ça impliquait pour moi de quitter le livre de poche pour les futures Oui. nouveautés.
Parce que Joël Dicker a créé chez Rosie Wolf sa propre collection Rosie Wolf Poche. Ah oui, Donc d'accord, c'est intéressant. voilà. Et le livre de poche, c'était quand même la machine de guerre numéro un en France. Mhm. Donc j'ai demandé à Joël initialement s'il voulait pas, pour les poches, me laisser au livre de poche, et il m'a répondu, ben non, j'ai pas créé Rosie Wolf Poche pour t'envoyer ailleurs, donc tu prends tout ou tu prends rien. Mhm. Ouais, oui, d'accord, je vois. Alors ça a été un sacré dilemme pour moi au départ, et puis finalement, ben, j'ai un petit peu obtenu le beurre et l'argent du beurre, parce que toutes mes nouveautés Rosie Wolf vont effectivement sortir en Rosie Wolf Poche, mais j'ai réussi à revendre au livre de poche tous mes titres auto-édités. Ah Donc oui. les 8 premiers titres, alors il y avait Aurora Borealis qui était déjà sorti de l'auto-édition pour passer au livre de poche, donc, il n'y en a plus que 7 qui sont en auto-édition aujourd'hui, mais ces 7 premiers titres viennent d'être rachetés par le livre de poche et vont sortir un par année dans les 7 prochaines années à partir de 2025. Ah oui, effectivement. Alors, un magnifique succès, bravo. Merci. J'en profite pour mentionner que j'adorerais recevoir quelqu'un des éditions Rodin Wolf. Je les ai déjà sollicités sans succès, mais je ne lâcherai pas l'affaire et je vais retenter le coup auprès d'eux parce que c'est vraiment intéressant ce qu'ils proposent justement et en tant que finalement nouvelle maison d'édition genevoise qui propose quelque chose de différent de ce qui existe déjà, je trouvais que c'était intéressant. Voilà. Mon, Bah, j'ai surtout placé mon Joël, petit appel, voilà. Joël peut se permettre peut se permettre le luxe de ne publier que ce qu'il aime, et que ce qu'il veut publier, sachant même que certains titres se vendront peut-être pas ou seront extrêmement difficiles à défendre. Et ça, il s'en fiche. Et C'est il une a raison. chance. Oui, Mais tout à toutes fait. les maisons d'édition, et en particulier les petites maisons d'édition, ne peuvent pas se permettre ce luxe-là. Dites-moi, Nicolas Feutz, vous êtes un écrivain prolifique et inspiré. Est-ce que vous êtes déjà en train d'écrire ou de penser à votre prochain roman? Alors, mon prochain roman est déjà fini en premier jet. Donc, je l'ai envoyé à Joël Dicker il y a une semaine. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Et voilà, fin janvier, je lui avais promis un premier jet pour le 31 janvier. J'ai respecté l'échéance. Et là, il est en relecture. Je vais avoir un Zoom avec Joël pour en discuter. Il tient à faire la lecture lui-même dans un premier temps. Il l'a déjà lu d'ailleurs. On a déjà eu un échange téléphonique. Et Ah maintenant, on oui. va partir dans le travail d'édition proprement dit. Et en fait, actuellement, je suis déjà en train de plancher sur le suivant, c'est-à-dire sur 2025, parce que celui qui a écrit, que j'ai rendu à Joël tout récemment, il est prévu pour le 3 octobre 2024. D'accord. Donc vous avez une sorte de rythme d'un polar par année finalement. C'est ça. Ouais, Comme, en réalité, j'ai sorti à ce jour 17 polars en 14 ans. oui. Alors, il y en a eu 3 de plus qu'un par année, parce qu'il y a eu le Covid là au milieu qui m'en a fait écrire 2 de plus. Il y a eu un espèce de tournus à un moment donné un peu plus serré qu'un par année. En l'espace de 3 ans, 4 ans, j'ai sorti un polar tous les 9, 10 mois environ. Mhm. Euh, mais maintenant, j'ai récupéré un rythme manuel et je pense à terme, j'en ai discuté avec Joël Dicker aussi, rester calé sur l'échéance d'octobre. Donc, je repars sur un rythme D'accord. manuel. Où est-ce qu'on peut vous retrouver alors prochainement? Il y a la Foire du Livre à Paris, il y a le Salon du Livre. Quelles sont vos prochaines activités, vos promotions? Si on veut vous trouver, faire dédicacer son livre, vous rencontrer, où est-ce qu'on doit aller? Est-ce qu'on parle de la Suisse ou du reste de la francophonie? On parle de partout. Alors, la Suisse, évidemment, la grosse échéance prochaine, c'est le Salon du Livre de Genève, du 6 au 10 mars, à Oui, Palexpo. Donc ça, j'y serai les 5 jours non-stop, en dédicace non-stop, ou avec de temps en temps une table ronde. oui, Et ça, c'est pour la Suisse. Bien évidemment qu'après les autres échéances suisses, il faudra attendre le mois d'août et septembre avec Saint-Pierre-de-Clage, avec le livre Soleil qui amorge. Je serai quand même aussi en juin au Festival de jeunesse d'Yverdon, plus pour les oui. frissons. Mhm. D'Yverdon, qu'est-ce que je dis, pardon, de Vevey en juin. Yverdon, D'accord. c'est une année. Ça, c'est pour la Suisse. Évidemment, il y aura aussi des dédicaces en librairie. Et puis pour la France, alors, Festival du Livre de Paris, je viens d'y renoncer finalement, c'était trop compliqué. J'y ai renoncé au profit d'un salon du Polar en Haute-Savoie. Et je vais, de toute façon, je suis pratiquement tous les week-ends en salon du livre, majoritairement en France, entre Genève, donc entre début mars et fin juin. Et on trouve toutes vos dates sur votre site internet Exactement. que je mettrai en commentaire de cet épisode de podcast. Mon dernier conseil, pardon, ma dernière question, c'est quel conseil justement donneriez-vous à un jeune écrivain, une jeune écrivain? C'est extrêmement compliqué parce que ça dépend dans quel registre ce jeune écrivain, cette jeune écrivaine veut se lancer. Je dis toujours, moi,
même dans le polar, on n'a pas tous les mêmes techniques, mais le polar le polar, on peut le dire, est un domaine très technique. Et donc, si on veut qu'un polar tienne la route, je dirais, moi, je conseille toujours de faire un scénario, de faire un plan et un scénario assez détaillé avant de se lancer dans l'écriture. On est quand même très majoritairement des auteurs à faire ça dans le milieu du polar. Après, si vous vous lancez dans des essais littéraires, peut-être dans la philosophie, dans des récits de vie, peut-être que c'est plus facile de d'écrire sans vraiment savoir où on va, se laisser guider par ses personnages. Donc c'est pas les mêmes techniques non plus. Et puis j'ai eu ce genre de conseils, enfin de demandes de conseils plusieurs fois. Je dis aussi aux jeunes écrivains ou à la jeune écrivaine, ça dépend ce que tu cherches. Euh, on a vu beaucoup de demandes de conseils avec Margot Tenoir dans le milieu du polar parce que le polar a explosé alors de longue date aux États-Unis, ensuite nordique, mais maintenant il a explosé depuis quelques années en Suisse. Et on a l'impression qu'il y a des gens, des auteurs qui veulent s'engouffrer dans cette branche-là parce que c'est une branche qui marche. Oui. Et ça, je dis, c'est une erreur parce que le polar suisse maintenant est justement en train d'être saturé. D'accord. J'hésite pas à le dire. Il y a les auteurs qui sont arrivés le plus récemment dans le milieu du polar suisse ont énormément de peine à faire leur place parce que la place est prise. Je dis pas ça, c'est Non, bien pas sûr. moi ou autre, mais simplement il faut se rendre compte que la très grande majorité des lecteurs ne sont pas, c'est pas des lecteurs qui vont lire 50, 60 livres par année. La très grande majorité des lecteurs, c'est des lecteurs qui vont lire 4 ou 5 livres par année, principalement en vacances. Et quand ces lecteurs-là ont déjà leurs auteurs phares, ils vont souvent rester chez ces auteurs-là. On le voit en France. Oui, c'est vrai. En France, il est extrêmement difficile aujourd'hui de s'imposer parce que vous avez des Bernard Minier, des Franck Tillier, des Chatham qui occupent le terrain et qui occupent ces lecteurs qui ne prennent que 3, 4, 5 livres par année. Oui, tout à fait. Voilà. Et on arrive à ce stade-là en Suisse. Donc, je dis toujours, si tu aimes le polar, ben, fais du polar. Mais si tu cherches la gloire, enfin, si tu cherches à entrer dans un milieu qui semble bien marcher, alors, à ce stade-là, aujourd'hui, tu as meilleur temps de créer ta propre voix. Et notamment, il y a des milieux qui, en Suisse, je dis pas qu'ils marchent pas, mais ils mériteraient d'être plus vus. Je pense notamment à la fantaisie, au fantastique. C'est un registre, mais il y en a bien d'autres. Et je dirais, à mon avis, il y a matière à jouer un gros coup dans le milieu science-fiction, fantasy, fantastique, parce que pour l'instant, personne n'a pris le terrain en Suisse. En tout cas, le polar n'est pas mon domaine, mais j'ai énormément de plaisir à lire vos polars à vous, Nicolas Feutz. Et c'était un plaisir également de vous avoir dans ce podcast. Et je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions, pour mon plaisir et pour le plaisir de nos auditeurs. Ben, merci beaucoup, Anna, de m'avoir sollicité. Bonne continuation alors et à très bientôt. À vous aussi. Quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.